Bonsoir à tous, c'est vraiment génial d'être parmi vous déjà. Être ici au second tour, c'est déjà une victoire exceptionnelle dans cette 8e circonscription du Val-de-Marne. Et déjà merci pour votre présence, nombreuses et nombreux, ce soir. Dans la 8e circonscription du Val-de-Marne, quand je dis que c'est déjà une victoire d'être là, c'est parce que on nous a annoncé sans arrêt le duel Emmanuel Vargon, Michel Herbillon, le duel droite contre droite, LR, LAREM. On parlait quasiment pas de nous au début de la campagne. Et dans les médias, c'était pareil. Ah, mais vous êtes candidat pour la NUPES à côté, mais qu'est-ce que vous en pensez du duel? Je dis, le duel, je ne sais pas s'il y en aura un, mais ce qui est sûr, c'est que je compte bien en faire partie. Et nous en faisons partie. Nous avons fait sur la circonscription 11 000 voix. 11 000 voix, dites-vous. C'est un score exceptionnel. 11 000 voix et 28%. Nous sommes en tête à Joinville. Et nous sommes bien placés dans les 3 autres communes, Charenton, Saint-Maurice et bien sûr Maisons-Alfort. Et pourtant, ça n'a pas toujours été simple. On est parti de la campagne, on n'était pas si nombreux que ça. On se demandait aussi comment ça allait se passer, parce qu'on ne se connaissait pas forcément tous, ou on n'avait pas l'habitude de militer ensemble, les insoumis, les écologistes, les socialistes, les communistes, Génération, et tous les autres qui nous ont rejoints aussi au fil de la campagne. On a eu une nouvelle donne, on a même eu le NPA qui nous a soutenus. Ce soir, on a aussi le POID qui avait une candidature au premier tour qui nous soutient. Et puis maintenant, Stéphanie Egon, qui était aussi la candidate de Place Publique, qui nous soutient également. Donc le rassemblement, il se passe ici. Et c'est le rassemblement de toutes les forces vives, de toutes les forces progressistes, sociales, écologistes, qui sont là ce soir, mais surtout qui sont avec nous pour gagner au second tour. Quand je vous dis qu'on nous a rien épargné, puisque d'une part, au début, on n'était pas trop considéré par les médias, mais par contre, par les électeurs, on l'était. On sentait l'espoir qui montait petit à petit, de marcher en porte-à-porte. On avait chaque jour des gens qui rejoignaient la campagne, chaque jour des nouveaux messages de soutien, chaque jour des encouragements, chaque jour. Et ça continue encore, hein. Ça continue encore aujourd'hui, ça continuera encore demain. Bon, samedi, on arrêtera un peu la campagne, mais vous avez le droit, vous, de nous soutenir. Nous, on n'aura pas le droit, mais on sera là, vous inquiétez pas. On attendra patiemment notre heure dimanche. Et cette heure, elle arrive à grands pas, et on l'aborde de manière sereine, de manière confiante, grâce à la merveilleuse campagne qu'on a fait, grâce au grand rassemblement qu'on a pu mener, et avec toutes les forces de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Première victoire, c'est d'être là. Deuxième victoire quand même, pour laquelle il ne faut pas bouder notre plaisir, comme l'a dit Bastien, c'est d'avoir éliminé la ministre de la baisse des APL. C'est d'avoir éliminé Emmanuel Vargon quand même. Vous vous rendez compte, 10 milliards pris dans les poches des gens pour les APL. Un investissement historiquement bas dans le logement social, qui a baissé pendant 5 ans. Vous vous rendez compte? Ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. Si vous le voulez, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, on va y travailler. Mais en tout cas, cette dame ne nuira plus aux classes populaires. Bon, il y en a d'autres qui sont là pour ça, qu'on va essayer de contrer, mais ce sera plus elle. Et donc on a éliminé la ministre de la baisse des APL. Excusez-moi, avec le vent, on s'y perd un peu, mais vous inquiétez pas. Alors, on a eu droit à tout, et le pire est arrivé quand même dernièrement, puisque on est arrivé enfin au second tour, on a éliminé une ministre, et dimanche, on sentait qu'à droite, ça commençait à paniquer. On sentait qu'ils voyaient le ressenti des marchés, qu'ils voyaient qu'on était là, qu'ils voyaient qu'on était déterminés, et qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'électeurs qui étaient d'accord avec nous, et qui allaient se déplacer, et qui allaient voter. Il en faudra beaucoup plus pour gagner, évidemment. C'est aussi pour ça que chacune et chacun, on a ici la responsabilité de convaincre autour de nous déjà d'aller voter. D'aller voter, c'est fondamental. Et si les abstentionnistes votent, on aura une chance de gagner, et c'est bien pour ça qu'on se bat, pour gagner ici. On n'est pas là pour faire de la figuration, vous l'avez compris. Et donc,
on a eu à faire face quand même à des choses qui sont très discutables. Hein. Je vais quand même vous revenir là-dessus, puisque dimanche dernier, il y a donc eu l'annonce des résultats à la mairie de Maisons-Alfort. Lors de cette soirée, on a eu la maire qui a annoncé les résultats et Monsieur Herbillon qui fait un discours de victoire derrière. Et puis bon, moi je suis à côté, je dis écoutez, coucou, moi je suis aussi au deuxième tour, j'aimerais parler. Et là, tout de suite, c'était mais comment osez-vous, nous sommes à Maisons-Alfort, ici c'est Monsieur Herbillon. Et donc ça a commencé à devenir nerveux, il y a des militants qui ont commencé à nous pousser, à me ceinturer. Voilà ce qui s'est passé. Et là, Monsieur Herbillon dit je vous donnerai le micro quand j'en aurai envie. Il l'a donné, hein. Il l'a donné, et croyez-moi, on va le garder quelques années, pendant 5 ans, et à l'Assemblée nationale, on donnera bien sûr la parole à l'opposition, on n'est pas des dictateurs, hein, mais on va l'avoir à l'Assemblée, on va vous défendre avec. On a donc déjoué les pronostics avec ce très bon score, mais voilà, rien ne s'arrête. Face aux agressions, face aux diffamations. Je ne sais pas si vous avez reçu chez vous, quand je disais que j'avais des petits accessoires, j'ai ça, mais c'est quand même édifiant, hein, ce tract que nous a fait Monsieur Herbillon. En France, l'extrême gauche est aux portes du pouvoir. On est à 2 doigts de nous annoncer les chars soviétiques qui sont sur les Champs-Élysées et dans l'avenue du Général Leclerc à Maisons-Alfort, et sur les quais de Marne, pourquoi pas. On nous annonce des dépenses irréalistes, on nous annonce les 7 plaies d'Égypte, et puis surtout on dit qu'on est complaisant avec l'islamisme radical. Alors celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait à moi, mais il fallait s'y attendre. Mais quelle honte quand même. Quelle honte de faire de la désinformation d'une telle manière. Ça montre en tout cas que la sérénité n'est pas du côté des partisans de M. Herbillon pour vouloir raconter autant d'informations, enfin de fausses informations diffamantes. Nous sommes démocrates, nous sommes républicains, et j'aurais pas la prétention de dire que je suis la République, mais par contre je peux dire que selon moi n'est pas la République, et les pratiques qui ne sont pas républicaines. Je pense que c'est honteux pour la République d'avoir un député comme M. Herbillon qui n'est présent qu'à 5% des votes à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas la République que nous défendons. Je pense que ne pas laisser la parole aux opposants, ce n'est pas la République. Je pense que ce n'est pas ça que nous voulons, ce n'est pas les institutions dont nous voulons. Je pense que ce n'est pas la République de décrédibiliser son adversaire, de le considérer comme un extrémiste, sous prétexte qu'il est juste présent, et de nous accuser d'extrémistes, alors que je ne crois pas que ni le PS, ni le PCF, ni ELV, ni même la France Insoumise, disons-le, ni Génération, sont des partis d'extrême gauche. Pour le programme dangereux, quand même, revenons-y, hein, parce que c'est quand même important. Hein. Irréalisable, des dépenses inconséquentes, mais nous sommes parfaitement réalistes, messieurs, dames. Nous sommes le seul programme qui est chiffré, qui a fait l'objet d'un chiffrage de 3 heures. Nous sommes soutenus par 300 économistes qui ont fait une tribune pour nous défendre. Et surtout, pendant 5 ans, Monsieur Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait perdre à l'État 800 milliards d'euros. 600, pardon, excusez-moi. Après, on va me reprocher sur les chiffres. 600 milliards d'euros de dettes en plus, ça c'est Monsieur Macron. 48 milliards de recettes en moins en faisant des cadeaux aux plus riches, ça c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Donc on n'aille pas nous parler de dépenses irréalistes, de mauvaise gestion des dépenses du pays et du budget de l'État. Nous, on a des gens sérieux avec nous, on a un plan pour vous et puis on est les seuls à avoir chiffré notre programme. Donc voilà, hein, l'irresponsabilité c'est donner aux riches, prendre aux pauvres et vider les caisses de l'État pour mener des politiques inégalitaires. Nous, on va les remplir en taxant plus ceux qui ont plus, les 1% les plus riches, pas les autres. Si vous gagnez moins de 4 000 euros par mois, vous serez gagnant avec notre programme. Vous serez gagnant, on va redistribuer les richesses. Effectivement, ceux qui ont vraiment, vraiment beaucoup paieront un peu plus d'impôts. Et l'extrême majorité des autres en paieront moins et gagneront plus. Voilà, c'est ça la justice, c'est ça l'union de la gauche, et c'est ça le programme qu'on va mener. Pour l'accusation d'extrémisme, je voudrais quand même revenir sur 2-3 points qui me semblent fondamentaux. Vous savez qui soutient M. Herbillon au 2e tour? Reconquête. Vous savez ce que c'est Reconquête? C'est le parti d'Éric Zemmour. Donc merci pour les leçons sur l'extrémisme quand on a Éric Zemmour qui soutient sa candidature au 2e tour. Quand on a voté contre l'allongement du droit à l'avortement comme l'a fait M. Herbillon. Quand on a voté contre la gratuité des masques
contre la gratuité des masques en pleine crise de Covid. Nous, on va défendre les hôpitaux, on va défendre les soignants, on va défendre l'hôpital public. Monsieur Herbillon a voté contre la gratuité des masques, contre le mariage pour tous. Voilà, c'est ça, monsieur Herbillon. Et donc nous, on va défendre un projet radicalement différent, évidemment. Radicalement différent, mais par les voies démocratiques. On va gagner les élections, mais c'est comme ça qu'on défendra notre programme, en ayant une majorité à l'Assemblée nationale. On va défendre, évidemment, la sûreté, la sécurité des habitants. Hein. Vous savez, nous, on n'est pas pour le désordre, on n'est pas des dangereux anarchistes, on n'est pas pour le chaos, on est pour que chacun puisse vivre dans une société apaisée et puisse vivre en sécurité sans avoir peur de se faire agresser, par qui que ce soit. La police, elle est là pour protéger, elle est là pour défendre les gens, et elle n'est pas là pour faire peur à une partie de la population. D'ailleurs, elle est avec nous ce soir pour nous protéger, justement parce qu'on a été agressés lors de ces élections. D'ailleurs, on les remercie. Et c'est quand même fort de café que M. Herbillon, qui a voté pour la suppression de la police de proximité, vienne nous donner des leçons sur comment garantir la sécurité. Eh bien nous, on va la rétablir, la police de proximité, pour avoir un meilleur dialogue entre la police et les citoyens dans tous les quartiers de toutes les villes. Voilà, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on aura une sécurité, une police au service de toutes et de tous, et qui garantira un climat apaisé dans la société. On va aussi se battre pour l'environnement. Vous avez vu le rapport du GIEC, vous avez vu qu'il nous reste que 3 ans pour sauvegarder une planète où il fait bon vivre, où on peut encore vivre décemment. Eh bien, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on va créer 1 million d'emplois dans les énergies renouvelables. Voilà, on va mettre en place la règle verte pour ne pas prendre la nature plus qu'est-ce qu'elle peut reconstituer. On va mener toutes ces politiques et nous sommes quand même dans la circonscription dans un endroit qui peut être décisif pour ça. Hein. Là, on est devant la Marne, comme vous voyez, un paysage quand même assez sympathique pour cette fin de campagne. Et à quelques mètres là-bas, un peu plus loin à Alfortville, vous avez le confluent de la Seine et la Marne. Donc on est une circonscription où il y a la Seine, la Marne qui passe, on a aussi le bois de Vincennes, donc on a énormément de nature. Eh bien, dans notre programme notamment, les fleuves représentent une réponse écologique à un certain nombre d'enjeux environnementaux, notamment renforcer le transport de marchandises, mais aussi les transports en commun, en utilisant le fret fluvial. Ça, c'est une solution qui peut être écologique et qui répond à ces enjeux-là pour diminuer le trafic routier, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et notamment l'autoroute qui passe pas loin d'ici et qui est aussi source de nuisances importantes. Et des nuisances contre lesquelles on veut lutter par un plan de lutte contre la pollution sonore. On a aussi la forêt, le bois de Vincennes, et ça aussi c'est un enjeu important puisque comme vous le savez sûrement, il suffit de traverser la rue pour voir... non, pas pour trouver un travail, non. Pour voir l'Office national des forêts et qui va s'installer donc à Maisons-Alfort. Et cet Office national des forêts, il est progressivement privatisé. Il est privatisé pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires, de plus en plus de personnes qui sont contractuelles et que les lobbies de la vente du bois, ils sont de plus en plus forts. Et comme on n'a pas des gens qui travaillent au service de l'État, ils sont de moins en moins forts face aux lobbies et aux vendeurs de bois. Et donc c'est à cause aussi de ces gens que nos forêts, elles se vident et qu'on a moins en moins d'arbres et que l'environnement est de plus en plus détruit. Donc on a besoin de lutter contre ces politiques-là, et donc ça se passe aussi à Maisons-Alfort sur la politique de l'Office national des forêts. Mais ce qui a été le thème central quand même de cette campagne, et c'est pour ça que c'est important de revenir dessus aujourd'hui, c'est quand même la question de l'urgence sociale. Vous vous rendez compte que les pâtes premier prix ont augmenté de 44%, le café de 39%, le lait de 14,5%. Alors c'est quelques chiffres que j'ai comme ça. Le riz, vous savez combien ? De 23,5%. Donc ça, c'est nos dépenses quotidiennes. Hein. J'imagine que parmi vous, il y a quand même des gens qui consomment de tous ces produits, qui ont des enfants, qui font leurs courses. Sinon, je serais surpris. Mais bon, c'est possible. Hein. En tout cas, tous ces produits, nous, on considère que c'est des produits de première nécessité. Évidemment, il y en aura plein d'autres. Hein. Il y a aussi les carburants. Mais nous, on pense qu'il faut bloquer ces prix-là.
Il faut bloquer ces prix-là parce que l'inflation qu'on connaît, vous le voyez sur votre ticket de caisse, ça impacte considérablement nos vies. Ça réduit tout ce qu'on avait avant pour les loisirs, le sport, pour le divertissement, pour se donner du bon temps. Aujourd'hui, c'est pris par une partie de l'inflation. Nous, on veut stopper cette inflation, non pas en s'attaquant aux petits producteurs, parce que souvent on nous dit mais comment vous allez faire? Non, on va imposer à la grande distribution, à Auchan, à Carrefour, à Leclerc, Intermarché, Lidl, qui vous voulez, on va leur imposer de réduire leur marge et de garantir une marge pour les petits producteurs. Et ça va directement impacter votre ticket de caisse, votre pouvoir d'achat au quotidien. Et en plus de ça, on va mettre le SMIC à 1 500 €. Donc on va stopper l'inflation des produits de première nécessité et on va mettre le SMIC à 1 500 €. Donc on va gagner en pouvoir d'achat et en priorité les plus modestes. Et ça, en plus, ça va relancer l'économie, ça va créer de l'emploi et ça va faire en sorte aussi de permettre qu'un maximum de gens puissent vivre de mieux en mieux. Merci. C'est le programme de la NUPES, c'est pas moi que vous applaudissez. On va aussi défendre la retraite à 60 ans. Ça c'est quelque chose qui, quand on est de gauche, depuis 1980, auquel on est attaché. La retraite à 60 ans, c'est pas une chimère, c'est pas un slogan, c'est pas une proposition irréaliste, c'est la promesse d'une vie calme, apaisée, ou pas calme d'ailleurs, mais en tout cas d'une vie de repos où on va pouvoir profiter de sa vie après le travail. C'est une promesse qui a été offerte, qui est devenue réalité grâce au gouvernement d'union de la gauche de François Mitterrand en 1980. Et puis au fil du temps, il y a tout un tas de gens qui nous ont dit attendez, mais on vit plus quand même, attendez, ça coûte quand même très cher tout ça, on va peut-être allonger la durée de cotisation, ensuite on va supprimer la retraite à 60 ans. Eh bien, la retraite à 60 ans en tant qu'âge légal, elle a été donc supprimée en 2010 par le gouvernement de Nicolas Sarkozy avec François Fillon, Premier ministre. Deux personnes très honnêtes, comme vous pouvez le savoir. Et donc, vous savez qui a voté pour? Michel Herbillon. Voilà. Donc, pour vos retraites, vous savez qui va les défendre, ce n'est pas lui. Mais pas que. Ensuite, on a eu les réformes des différents gouvernements et la dernière en date, dont on attend qu'elle n'ait pas lieu, puisqu'ils n'auront pas la majorité à l'Assemblée nationale, qui est celle du gouvernement Macron, qui va quasiment supprimer la retraite par répartition pour changer de système, pour nous imposer un système par points complètement opaque, complètement injuste, et puis pour que tout le monde soit ait la baisse de ses pensions, soit parte à 64 ans. Et donc la misère ou travailler jusqu'au vieillissement, c'est pas l'horizon qu'on veut pour notre société. Déjà parce qu'on vit peut-être un peu plus longtemps effectivement qu'il y a 20 ans, mais ces dernières années l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Et puis surtout on vivait plus longtemps parce qu'on avait la chance de pouvoir être à la retraite et d'arrêter de travailler. Vous savez que pour un ouvrier du bâtiment, l'espérance de vie elle est de 67 ans. Vous imaginez dire à ces gens de travailler jusqu'à 64? La honte que c'est! J'ai eu peur de me prendre avant. Non, mais vous imaginez quand même, c'est honteux de dire ça à des gens. Et puis surtout, nous qui sommes des gens très raisonnés, très raisonnables, très réalistes, on a les solutions pour la financer. Et vous allez voir, c'est la formule 2 en 1. À la fois, on mène des mesures de progrès social et sociétaux même, puisque nous, on a pour projet que à salaire égal, à travail égal, toutes les femmes soient payées au même niveau que les hommes. Et on a aussi pour projet, ça je vous l'ai déjà dit, de mettre le SMIC à 1 500 €. Et bien avec ces deux mesures, on finance le manque de cotisation qui va nous permettre de mettre en place la retraite à 60 ans. Vous allez gagner plus, vous allez cotiser plus, et les retraités pourront partir, et les futurs retraités pourront partir à 60 ans. Eh bien voilà, en agissant pour les uns, on agit pour les autres. C'est tout l'inverse de la logique du gouvernement Macron et de la droite et des députés de droite qui votent les mêmes lois avec ces mêmes gens. Retraite, SMIC, hausse du pouvoir d'achat, logement aussi. Puisque si on a fait partir Wargon, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que d'une part, on va rétablir les APL qu'on nous a volés.
Deuxièmement, on va réinvestir dans les logements sociaux. Alors là, on est dans un endroit joli de la ville, mais quand on fait un peu le tour des cités, quand on connaît la circonscription, on sait qu'il y a plein de bâtis qui se dégradent, des logements qui sont de moins en moins décents, qui sont mal isolés. Et donc nous, on veut défendre l'investissement dans le logement social et surtout dans les rénovations thermiques. Donc on veut isoler 700 000 logements par an en France. Et ça sert à quoi ? Ça sert encore une fois, la formule 2 en 1, à répondre à deux objectifs. L'objectif de baisse de la consommation énergétique. Vous allez payer moins de gaz, moins d'électricité par mois. Et j'ai déjà dit le deuxième objectif, mais je vais quand même le dire. Vous allez payer moins par mois. Donc vous allez avoir des factures moins importantes et donc vous allez avoir plus d'argent. Voilà. Donc on agit pour l'écologie, on agit par le pouvoir d'achat. Mais on va aussi encadrer les loyers. Parce que si vous habitez ici, bah, j'imagine que oui, hein, puisque vous êtes là, ou à côté d'ailleurs, hein, vous avez vu à quel point les loyers ont augmenté de manière délirante ces dernières années. Les loyers d'ailleurs et le prix à la vente au mètre carré. Et ça, c'est une inflation qui est dangereuse parce qu'il y a tout un tas de gens qui se voient exclus de la proximité des grandes villes, de la capitale, mais aussi dans un certain nombre de grandes métropoles. Et ça veut dire qu'on est obligé de reculer plus loin. Alors, je dis ça sans aucun mépris pour les banlieues un peu plus lointaines, hein, mais en tout cas, on est obligé, au fur et à mesure du temps, les personnes vont être contraintes de partir plus loin de chez elles parce qu'elles ne pourront plus se payer un logement là où elles habitent. Nos enfants, quand ils auront 18 ans, ou vos enfants d'ailleurs, eh bien, si les loyers ne sont pas bloqués à un moment, eh bien, à moins que vous ayez de grandes richesses, que vous puissiez leur payer un appartement et que vous ayez un très bon salaire, eh bien, ils vont devoir galérer pour se loger ou alors partir plus loin. Pareil pour les ménages modestes. Donc c'est pour ça que c'est une urgence de bloquer et d'encadrer les loyers à la baisse. Puisque aujourd'hui, c'est juste avoir le droit de rester chez soi, avoir le droit que ses enfants puissent avoir le choix de rester dans la ville où ils ont grandi, ou de partir d'ailleurs s'ils veulent, mais qu'on ait le choix, que les pauvres, les classes modestes ne soient pas reléguées plus loin, qu'on ait le droit de rester là où on vit. Voilà, c'est une mesure qui est fondamentale, et c'est possible encore une fois, hein. Parce que vous savez, les grands propriétaires immobiliers, ils n'ont fait que s'enrichir ces dernières années. Et donc il est temps que ces gens gagnent un peu moins d'argent et puis que la majorité des gens payent moins de loyer. Mais vous inquiétez pas, ils vont pas mourir de faim parce qu'on nous parle souvent du petit retraité qui va galérer parce qu'il compte sur ses loyers en fin de mois. Mais le petit retraité, grâce à nous, il gagnera le niveau du SMIC à 1 500 € net. Donc vous inquiétez pas, là où il perdra, il gagnera beaucoup plus à côté. Il paiera moins cher ses courses, donc à la fin tout le monde sera gagnant. Ensuite, enjeu très fondamental et qui nous touche aussi ici, qui touche toute la France, vous allez me dire, c'est la question de la santé, du service public, des hôpitaux. Renaud l'a dit, c'est un sujet fondamental. On sort d'une crise sanitaire, enfin on sort. On va croiser les doigts en tout cas. On sort d'une crise sanitaire qui a été dévastatrice. Et bien sûr, c'est pas de la faute du gouvernement s'il y a eu la crise du Covid, ça, on est pas mal honnête. Mais par contre, ce gouvernement-là, les précédents, ont une forte responsabilité quand même pour le sort de l'hôpital aujourd'hui. Rien que l'an dernier, il y a eu 20% de lits en moins dans les hôpitaux publics en France. Rien que l'an dernier, il y a eu 800 millions d'euros de budget en moins dans les hôpitaux en France. Ces dernières années, on a, vous avez vu, des infirmiers, des infirmières, des médecins urgentistes qui galèrent, qui sont en burn-out, qui ont des conditions de travail de plus en plus difficiles. Et bien nous, ces gens, on en a besoin, évidemment. Ils font notre quotidien. Et on est pour revaloriser leur métier, pour revaloriser leur salaire. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre en place un plan pluriannuel de recrutement de soignants à l'hôpital pour répondre aux besoins, pour mieux accueillir les patients. Mais on va également revaloriser les salaires de tous les soignants, des médecins urgentistes, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, de toutes les personnes qui participent à faire l'hôpital public au quotidien que nous comptons reconstruire. On va également garantir le remboursement à 100% des soins.
Puisque aujourd'hui, vous savez qu'il y a près d'un tiers de la population qui n'a pas de mutuelle et qui renonce à se soigner. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave quand on est la 5e puissance mondiale, 5e, 6e d'ailleurs, selon les chiffres, ça varie selon les années. C'est quand même quelque chose de très grave. On ne peut pas être fier de ça dans un pays comme la France. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut défendre le remboursement à 100% des soins et des frais médicaux pour que chacun puisse se soigner décemment. Et peut-être comme ça que grâce à la retraite à 60 ans et grâce à l'espérance de vie qui augmente, on aura énormément de temps pour profiter de la vie après nos 40 années de travail, puisque ce sera 40 annuités. Le service public, c'est... merci. Le service public, c'est aussi 8 fermetures de classes dans la circonscription. Ça veut dire des enfants qui seront plus nombreux par classe, nos enfants, vos enfants si vous en avez. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est alarmant, qui se retrouve à l'échelle nationale. C'est 400 postes de professeurs. 400 ou 200 400, on est d'accord. Vous savez, on sort des chiffres tout le temps. Parfois, on s'y perd. C'est pour ça, heureusement, j'ai Mélodia avec moi. Donc 400 professeurs, 400 postes de professeurs sur l'Académie de Créteil qui ne sont pas pourvus pour la rentrée. Donc, on a un manque de professeurs, on a un encadrement qui se réduit par classe, et puis on a des réformes qui sont absolument destructrices du service public de l'enseignement supérieur et de l'éducation. On a Parcoursup, si vous êtes jeune, que vous galérez à accéder à l'université, vous avez dû passer par là. Vous voyez comment on trie les bacheliers, comment on renforce la sélection et qu'on rend de moins en moins accessible le droit de faire des études à l'université ou dans des écoles. Et quand on sait que le diplôme, c'est la première arme contre le chômage, que c'est aussi ça qui nous permet d'accéder au métier de son choix, d'accéder à un métier bien rémunéré, et ce genre de mesure, elle est dévastatrice et elle est absolument pas démocratique puisqu'on réduit l'accès finalement à une qualification du plus grand nombre. Donc évidemment, nous, on va supprimer Parcoursup. Évidemment aussi, on va supprimer la réforme du lycée qui crée de la concurrence d'un lycée à l'autre. On a un bac différent maintenant dans chaque lycée de France. Donc on va regarder à chaque fois. Alors on a déjà des lycéens qui regardent. Ah oui, si je fais ça, je vais aller là, je vais être dans cette classe. Tel jour, je suis avec Manu, l'autre jour, je suis avec Karim, l'autre jour, je suis avec Jessica en cours. On se connaît pas tous parce qu'on n'a même pas les mêmes classes. Donc on a complètement cassé le système du lycée en France. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? On peut très facilement imaginer que quand même, quand on est en lycée à la Courneuve ou à Henri IV, on n'aura pas tout à fait le même bac, pas tout à fait le même accès à l'université, et avec Parcoursup, en plus, on sera resélectionné par-dessus sur dossier, et donc vous pouvez imaginer ceux qui galéreront le plus à cause de ces mesures. Donc évidemment, on va supprimer la réforme du lycée, la réforme du collège, c'est à peu près la même chose, mais au collège, et ça risque d'arriver également très prochainement si on laisse ce gouvernement agir. Donc tout ça, on va le supprimer, on va recréer une école qui accueille tous les enfants, tous les jeunes, tous les élèves, pour leur permettre d'accéder à une éducation de qualité, à un bac, et de pouvoir faire des études après, s'ils le souhaitent, dans le domaine de leur choix. On va créer un plan pluriannuel de recrutement d'enseignants. Vous savez qu'il n'y a plus de profs de maths maintenant, enfin il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Parce que quand on a un master de maths et qu'on peut être payé dans la finance, évidemment, on ne va pas faire prof à 1 400 €. Donc, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter le salaire des profs, mais c'est pas que pour ça aussi, c'est parce qu'ils font un métier qui est fondamental pour notre société, pour nos enfants, pour nos jeunes. Et donc, ces gens-là méritent d'être payés à leur juste valeur et à leur juste utilité sociale pour notre pays. Donc oui, on va augmenter de 15% dès notre arrivée au gouvernement et de 30% sur le quinquennat le salaire de professeurs. Oui, on va aussi dégeler le point d'indice des fonctionnaires qui n'a pas augmenté depuis des années et qui nous permettra de rattraper l'inflation. Moi, je travaille dans le service public, j'imagine que c'est le cas à d'autres d'entre vous. Pour ceux qui ont suivi, je travaille dans le logement social. Sachez que nous, on perd de l'argent chaque année puisque l'inflation augmente et pas nos salaires. Donc voilà, chaque année, on perd du pouvoir d'achat. Donc évidemment, tous les gens qui agissent pour le bien commun, c'est normal qu'ils soient rémunérés à un niveau décent parce qu'on en a besoin. On a besoin de professeurs, on a besoin d'infirmières, on a besoin de policiers, on a besoin de pompiers, on a besoin que tous ces gens soient payés dignement pour être au service de toutes et tous. Je
vais pas vous retenir toute la nuit, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, vous avez comme ça une idée de tout ce qu'on peut défendre. Voilà, vous le savez maintenant, pour défendre les services publics, ce sera la nouvelle Union populaire qu'il faudra choisir dimanche. Évidemment, ce ne sera pas M. Herbillon qui, lui, a voté pour la mise en concurrence de la SNCF. La mise en concurrence de la SNCF, hein, c'est la privatisation des trains, c'est la hausse des prix des trains que vous allez prendre. Ça existe en Angleterre. Et ben, même la droite en Angleterre, ils reviennent dessus. Donc, vous voyez, comme quoi on n'est peut-être pas tant des gauchistes que ça, puisque le gouvernement de Boris Johnson commence à se dire que finalement, c'était peut-être pas une si bonne chose. Donc, vous voyez, on est des gens parfaitement raisonnables, et pour votre intérêt, pour notre intérêt, on est contre dilapider le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire le service public. Donc, on sera contre toutes ces mesures. Voilà. Pour vous dire, donc comme ça vous avez une idée un peu du programme, de ce pourquoi vous allez voter. Hein. Moi je viens pas vous dire, ouh là là, regardez c'est des dangereux en face. On vous donne toute une feuille de route de tout ce qu'on va pouvoir faire sur 5 ans. Évidemment il y a plein d'autres sujets, on va aussi mettre 1 milliard contre les violences faites aux femmes pour héberger les femmes qui sont en danger. On va également faire plein d'autres choses très importantes, mais... pardon ? Voilà, on va faire l'eau comme bien commun et toutes ces mesures qui vont changer notre quotidien. Oui, non, on peut dérouler le programme, il y a 640 mesures, hein, si vous voulez, mais le problème c'est que peut-être qu'on travaille demain, on a plein de choses à faire, donc je ne vais pas vous faire une lecture collective de notre programme qui est merveilleux et qui est porteur d'espoir. Je vais finir justement là-dessus sur l'espoir. Voilà, on a été 11 000, il faut qu'on soit plus de 20 000 pour gagner. Ça veut dire qu'on a tous qu'une personne à convaincre autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va gagner au second tour dans la 8e circonscription du Val-de-Marne. C'est comme ça qu'on va gagner dans un maximum de circonscriptions. C'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Et c'est comme ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, Fabien Roussel, Sophie Taillé-Polian par exemple, Julien Bayou, Olivier Faure au gouvernement et tout un tas de gens issus de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on va gouverner et améliorer vos vies au quotidien. L'espoir, il est là. Hein. Il est là, on le voit. L'inquiétude en face de ceux qui ont déjà beaucoup. Nous, la sérénité, la volonté de ceux qui veulent redonner leur dignité à ceux à qui on ne l'a plus accordé. L'espoir, il est avec nous. Et maintenant, il faut convaincre autour de nous, convaincre toutes les personnes qu'on connaît, qui habitent sur la circonscription, ou qui n'y habitent pas aussi, c'est toujours ça de prix, hein, les copains auront des voix aussi dans les autres circonscriptions. Il faut convaincre pour le SMIC à 1 500 €, pour le blocage des prix, pour la retraite à 60 ans, pour l'encadrement des loyers, pour la bifurcation écologique. Il faut convaincre pour améliorer notre quotidien, pour changer la vie des gens. Alors c'est simple, vous allez dans vos bureaux de vote, vous montrez ça à tout le monde. C'est le bulletin avec le V. Donc il y a mon nom, c'est moi, Éric Pagès. Il y a Mélodia Semichon-Hussé, elle est ici, vous l'avez vu tout à l'heure. Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Si vous ne connaissez pas, il y a écrit PCF, il y a écrit ULV, il y a écrit Génération, il y a écrit PS, il y a écrit France Insoumise. Donc vous avez, si vous suivez un peu la politique, vous savez que ça s'appelle la gauche, pas l'extrême gauche, pas les bolcheviks, pas je ne sais quoi. C'est la gauche unie, les écologistes, c'est le progrès social, c'est le progrès écologique. Donc convainquez autour de vous, la victoire elle est à bout de main. Elle est possible. Et grâce à vous, on peut gagner. Grâce à vous, on peut améliorer notre quotidien. Donc, le 19 juin, dimanche, on compte sur vous. C'est maintenant que ça se joue. Et avec le V de la victoire, on va pouvoir gagner. Merci!